Donc on va pouvoir commencer la session Speed Data des paramédicaux. Donc sur le même principe que la session médicale qui a eu lieu hier. Le but c'est de présenter vos cas les uns à la suite des autres. Vous avez 7 minutes par cas. Et puis on va pouvoir évaluer les présentations. Donc ce sera évalué par un vote du public. Vous pourrez voter. Ça comptera pour 50% de la note. Et l'autre 50%, ce sera par le jury qui est ici présent. Voilà. Donc, merci à tout le monde d'être là et puis on va pouvoir commencer. On appelle le premier orateur, Adrien Labrute, qui va nous parler au carrefour d'un kissing. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis infirmier à l'hôpital de Chartres et je travaille en salle de cathétérisme. Alors, la session va parler de l'angioplastie du tronc commun au carrefour d'un kissing. Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer. Alors, quelques prérequis à apprécier, des éléments caractéristiques face à une sténose de la bifurcation. D'abord, le diamètre des branches, on parle de la loi de Finet. Le diamètre de la branche principale proximale doit être égal à 2/3 de la branche principale distale plus le diamètre de la branche fille. La longueur des lésions également est à apprécier, l'angle de la bifurcation avec un angle soit supérieur soit inférieur à 70 degrés. Il y a deux techniques, deux solutions face à une lésion de bifurcation, le prévisionnel stenting et le stenting à 2 stents qui convient du coup à 10% des lésions de bifurcation avec la classification Medina, qui doit s'y prêter. Donc on a soit une lésion sur toutes les branches, donc la classification 1-1-1, une classification sur la branche principale et une classification, quoi qu'il en soit, qui est retrouvée à chaque fois sur les branches filles. Le diamètre de la branche fille doit être supérieur à 2,5 mm et la longueur de lésion sur la branche doit être supérieure à 10 mm. Il y a plusieurs techniques pour traiter une lésion de bifurcation à 2 stents. Celle que moi je parle, c'est le DK-Crush. Au niveau des études, deux études que j'ai retrouvées qui sont randomisées et qui sont en opposition, où les événements indésirables à 1 an sont soit en faveur d'un prévisionnel stenting, soit en faveur d'un stenting à 2 stents, en l'occurrence du DK-Crush. Les recommandations de l'ESC de 2018 n'ont pas évolué et le prévisionnel stenting est privilégié. Alors, mon patient, c'est monsieur P, 65 ans, qui est marié et jeune retraité. Ce monsieur-là, il a comme facteur de risque cardiovasculaire une hypertension, un SAS appareillé, un tabagisme actif, une PPCO, il est dyslipidémique et il a un léger surpoids. Le patient, il est pris en charge à son domicile pour une détresse respi aiguë. Et au niveau de ses constantes et de son examen clinique, il est en état de choc, il a une tension à 20-12, une fréquence cardiaque à 125, il a une saturation à 96%, mais sous 15 litres d'oxygène au masque de concentration. Un apyrétique, Glasgow à 15, il présente déjà des marbrures. Et devant un tel tableau, il est décidé un transfert en réanimation avec un bolus de Lasix et une mise sous dérivés nitrés. L'évolution du patient, elle est plutôt vite favorable, sous furosémie de IVSE, vite relayée en bolus et péros. Le Risordan est vite arrêté et la VNI qu'il aura pendant 24 heures sera arrêtée également. Le patient, il aura une radio et un angioscanner en réanimation qui montrera l'absence d'EP mais un épanchement pleural bilatéral et une cardiomégalie. Il y a aussi mise en évidence d'un emphysème pulmonaire. Les troponines au niveau des bilans de contrôle en réa sont ascensionnées à 3000 et à l'ECG, il persiste des troubles de la repolarisation. Le patient il sortira du coup du service de réanimation vers le service de cardiologie en vue d'une coronarographie. Monsieur EP a été préalablement chargé en anti-agrégant plaquettaire en vue de la coro. Du coup, avec l'ETT en cardio et la coro, on fera l'étiologie de l'OAP. Donc le patient il a une dysfonction VG avec une FEVG altérée à 31%, des akinésies qui sont plutôt étendues, et la coro montre une atteinte bitron avec une lésion significative du tronc commun, de la circonflexe, une lésion significative de l'IVA, et il a une coronaire droite qui est indemne de sténose significative mais athéromateuse. Un staff du coup médico-chirurgical est retenu pour ce patient.
Au staff, au vu des comorbidités du patient au niveau respiratoire, le patient il est BPCO, il a un emphysème pulmonaire et un SAS appareillé, du coup il est réfuté au PAC et il sera du coup envoyé en revascularation au KT avec un choix de la technique du DK-Crush. Ça, c'est les images de la coronarographie qui montrent du coup, la préparation des lésions, le DK-Crush et les doubles kissing et le POT final. Donc toutes les étapes du DK-Crush que je détaille. Donc le patient, il a été ponctionné au niveau de la radiale droite en CTF pour plus de confort. On utilisera une VL 3.5. Il sera choisi comme guide, 2 guides différents, de couleurs différentes. Donc là, on prendra un Sion Blue pour bien repérer la branche principale de la branche fille. Première étape constituera un stenting de la branche fille avec une bonne prédilatation de la lésion du tronc commun et de la lésion de la circonflexe. La mise en place du stent au niveau de la branche fille qui débordera de quelques millimètres dans la branche principale. On mettra en place un ballon également en distalité de la sténose de la branche principale. Ce ballon, il nous servira après le stenting de la branche fille au crush de la branche fille et on repassera ensuite un guide dans la maille proximale du stent de la branche fille. Étape 3 qui consistera au premier kissing ballon. Étape 4, on stentera du coup la branche principale au niveau du tronc commun distal vers l'IVA. L'étape 5, ce sera le second kissing ballon ou kissing ballon final. Et la dernière étape sera un pot final du coup de la lésion du tronc commun distal pour optimiser le déploiement du stent au niveau de la branche principale proximale. La confiance, elle n'exclut pas le contrôle, donc les contrôles angiographiques sont bons. Toutes les artères principales et filles sont indemnes de lésions significatives avec un fluide coronaire TIMI 3 et un contrôle OCT a été réalisé confirmant un bon résultat avec un stent bien apposé et une absence de dissection. Un suivi adapté. Donc le patient il sera équipé d'une live vest au vu de sa fraction d'éjection qui est altérée. Il sera en attente d'une réévaluation à 6 semaines. Les contrôles des facteurs de risque cardiovasculaire des comorbidités sera poursuivi avec une écho-DTSA et un angioscanner qui a été demandé. Le patient continuera sa biothérapie aspégique ticagrelor, mais on a juste switché le ticagrelor par prasugrel devant des troubles de la conduction. On mettra en place les traitements de l'insuffisance cardiaque, excepté les bêta-bloquants, du coup pour ces troubles de conduction. L'objectif du LDL cholestérol pour ce patient est visé en dessous de 0,55. Il est sous statine du coup et régime. Et il est prévu une hospitalisation en adaptation cardiaque poursuivie. Et après, il sera suivi par l'UTIC. Au niveau de la place du paramédical en salle de cathétérisme, pour le traitement de ce patient, ça consiste en l'accueil et l'installation du patient, l'anticipation du bon déroulement de la procédure, puisqu'on dilate un tronc commun, donc mise en place des pages de DEF, garder les voies fémorales accessibles. Avec les médecins et les paramédicaux en salle, on s'occupe de checker la checklist de cardiologie interventionnelle. Donc on reprend le dossier avec les consentements, les bilans sanguins, la bonne préparation du patient et les doses de charge d'antiagrégants plaquettaires. On prendra bien en charge le bien-être du patient. On pourra utiliser l'hypnose conversationnelle, l'utilisation aussi d'autres outils pour détourner le patient du soin. On a à disposition la tablette de musique Care ainsi que le casque de réalité virtuelle. Et il faut surtout avoir une bonne connaissance du matériel, des étapes de la procédure et préparer le matériel en amont avec l'opérateur et avoir une bonne gestion de l'anticoagulation tout au long de la procédure avec la réalisation d'ACT. La formation, elle est primordiale donc, pour réaliser des procédures complexes comme une procédure de stenting à 2 stents. Et la formation pour le personnel de KT, c'est formation au sein de son centre. On a le compagnonnage, du tutoring. On peut faire appel à des formations en ligne, du e-learning. Il y a tous les webinaires qui sont publiés. Le DU de cardiologie interventionnelle que moi j'ai pu faire l'année dernière, qui est une expérience et une chance inouïe. Les congrès de cardiologie, qui sont du coup une belle ouverture. La simulation, qui se met en place dans tous les centres, qui est un bon outil de débriefing. Et les bandés, c'est également. Se former, c'est primordial pour être et rester efficient en salle de cathétérisme, et ça permet de former des bonnes équipes. Merci de votre attention. Merci Adrien.
On accueille maintenant Carole Maître de Saint-Denis qui va nous présenter une situation du plateau technique interventionnel avec 2 situations d'urgence qui surviennent au même moment. Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais donc vous présenter une situation d'exception lorsque 2 urgences vitales surviennent en même temps sur un plateau technique interventionnel. Pour bien situer le contexte, au Centre cardiologique du Nord, nous disposons de 2 salles d'hémodynamique, 2 salles de rythmologie, une salle de théo et une salle d'endoscopie. Nous avons des patients qui présentent souvent des pathologies cardiaques à un stade avancé et nous réalisons de nombreuses interventions complexes. Cette journée-là, nous avons eu 2 tamponnades. Alors, pour rappel, une tamponnade survient lorsqu'il y a une accumulation de liquide dans le péricarde, généralement du sang, qui comprime le cœur et qui peut mener à l'arrêt cardiaque en quelques minutes. Nous avons donc eu une rupture d'anneau aortique sur TAVI et une tamponnade sur un échec de ponction transseptale dans le cadre d'une ablation de fibrillation auriculaire. Concernant la procédure de TAVI, il s'agissait d'un homme de 76 ans. Il y a eu implantation de la valve, vérification de son positionnement et au moment du contrôle en graphie, il a été visualisé la rupture d'anneau. Il y a eu alors tentative de drainage percutané, puis drainage chirurgical. Malheureusement, la persistance d'un saignement actif n'a pas permis de sauver le patient. Concernant la procédure d'ablation de fibrillation auriculaire, il s'agissait d'un homme de 69 ans. Il y a eu échec de ponction transseptale sous radioscopie. Alors la ponction transseptale, pour ceux qui ne font pas d'interventionnel, consiste à piquer au niveau du septum interauriculaire pour accéder de l'oreillette droite à l'oreillette gauche. Ça n'a donc pas marché et nous avons donc utilisé l'échographie transœsophagienne pour retenter la ponction. Et en utilisant l'échographie, nous avons visualisé un épanchement en train de se constituer qui était également constrictif. Il y a donc eu un drainage percutané, puis un drainage chirurgical. Le patient a été stabilisé, puis transféré en réanimation. Face à toute urgence vitale, il est primordial au préalable d'être assez nombreux, bien formés, afin de repérer précocement la complication et la prendre en charge correctement. Il est nécessaire de bien connaître le matériel, le rôle de chacun, le protocole de gestion de chaque urgence et de bien maîtriser la gestion de l'urgence ainsi que les étapes de la prise en charge. Et dans le cadre de la tamponnade, les étapes de la prise en charge sont les suivantes. Il y a d'abord confirmation du diagnostic à l'échographie notamment, et chaque étape en parallèle, la coordination des différents intervenants, la gestion de l'hémodynamique, des dispositifs de surveillance, de l'anesthésie et de la coagulation, et le drainage percutané en première intention, et si échec, drainage chirurgical. Et lorsque 2 urgences vitales surviennent en même temps, la gestion des équipes est un point clé de la prise en charge. En effet, ce jour-là, nous étions 3 sur 2 salles en rythmologie. Je rappelle que normalement, la loi impose que nous soyons 2 auxiliaires médicaux par salle d'intervention. Une salle a donc été stoppée pour détacher du personnel. Ils étaient 2 infirmiers par salle en hémodynamique. Côté anesthésie, habituellement, nous avons un infirmier anesthésiste qui gère les 2 salles de rythmologie et un médecin anesthésiste sur les 2 salles d'hémodynamique. Ici, un médecin anesthésiste du bloc chirurgical est venu prêter main forte à l'infirmier anesthésiste en rythmologie et l'infirmier anesthésiste d'endoscopie est venu aider le médecin anesthésiste en hémodynamique. Chez nous, en cas de tamponnade, nous positionnons une personne, un infirmier ou le cadre à la coordination. Nous positionnons un infirmier en renfort avec l'équipe d'anesthésie et un autre infirmier au drainage. La personne à la coordination va prévenir l'anesthésiste, va prévenir le cadre si ce n'est pas le cadre à la coordination, va prévenir le bloc chirurgical qui préviendra le chirurgien disponible. Il va prévenir également le service de réanimation et c'est aussi la personne qui a un œil sur ce qui se passe dans la salle d'à côté. L'équipe d'anesthésie va se charger d'antagoniser l'héparine s'il y a eu injection d'héparine, administrer du canocat si besoin, gérer l'hémodynamique par catécholamine, intuber le patient si ce n'est déjà fait, gérer les drogues d'anesthésie, poser une voie centrale, un cathé artériel et transfuser si besoin et pratiquer les manœuvres de réanimation si on arrive à là. L'infirmier au drainage va préparer le matériel,
le servir, préparer le drain, l'aspiration et quantifier le liquide ponctionné. Les leçons que l'on peut tirer de cette expérience est que la communication doit être le plus précis possible pour éviter les quiproquos entre les deux urgences vitales, et notamment pour la personne à la coordination qui communique avec les différents services. Il faut également savoir faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. La gestion des équipes est un point clé. Il faut repositionner le personnel en quelques minutes, car le temps est compté. Ce qui est certain, c'est que le contexte actuel, avec un défaut de formation adaptée, un manque de personnel sur les interventions, un manque de personnel d'anesthésie et les ruptures de matériel répétées, engage la sécurité du patient, et qu'une formation adaptée permet de la reconnaissance et donc de l'attractivité, du personnel suffisant, ce qui augmente la qualité des soins et la sécurité du patient, et ainsi de suite. Merci. Juste un mot. Je voudrais dédier cette présentation en hommage à Régis Barbet, président du Collège des paramédicaux de la Société française de cardiologie, décédé il y a un mois dans l'exercice de ses fonctions. Merci. Merci Carole. Donc on va accueillir Eleana pour la communication thérapeutique comme moyen de gestion du stress et de la douleur du patient opéré. Bonjour, je m'appelle Madame Y et aujourd'hui je vais me faire opérer pour une pose de pacemaker. Je ne suis pas à ma première hospitalisation, mais se faire opérer du cœur, l'organe qui me tient à la vie, ça fait peur. Hein. En plus, ce qui me stresse le plus, c'est que tout se passe sous anesthésie locale. Rien qu'à l'idée, je crois que je vais faire un malaise vagal. Bonjour, Madame Paul, infirmier anesthésiste. Je vais être là pour votre sécurité et votre confort tout le long du geste. Ça va, vous avez assez chaud? Ça va, je vous remercie. Pendant que mes collègues commencent le nettoyage, est-ce qu'il y a un endroit où vous aimeriez être si vous n'étiez pas avec nous? Oh oui, j'aurais préféré être en Italie, à Capri. C'est là où on a fait notre voyage de noces avec mon mari. D'accord, magnifique, très bien. Écoutez, pendant que le médecin et les infirmières commencent à s'occuper de vous, je vous invite à aller faire un tour à Capri. D'accord? D'accord. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Voilà, tranquille, paisible, confortable, agréable, très très bien. Et peut-être que déjà vous commencez à sentir la plage, le soleil, le bruit des vagues. Très très bien, parfait. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, faisons une parenthèse pour faire un point. Si. Paul m'a accueilli avec un beau sourire et une voix grave. Comme la plupart de vos patients, ce que j'ai retenu de mon échange avec Paul, c'est ses gestes, 53%, le ton de sa voix, 40%, et c'est le contenu de ses paroles, à la hauteur de 7%. Autant dire que je n'ai rien retenu. D'où l'importance, dès le début, d'adopter une posture bienveillante et rassurante. Si vous étiez Madame Y, préférez-vous être accueillie par un Paul qui vous montre de la considération, qui se soucie de vous, qui vous fait comprendre qu'il sera présent pour vous tout au long de l'intervention, ou par un Paul qui entre dans la pièce, énervé et qui crie « Oh là là, impossible de se garer aujourd'hui. En plus, j'arrive et ici, il n'y a rien qui marche et le programme de la journée, il est long. Merci docteur, hein. Bonjour madame. Votre perfusion ne passe pas, je vais vous repiquer. » Voilà, donc vous remarquerez qu'en fait j'ai utilisé dès le départ que des termes positifs. Donc au lieu de dire est-ce que vous avez assez froid, j'ai dit est-ce que vous avez assez chaud. Au lieu de dire ne vous inquiétez pas, j'ai dit rassurez-vous.
Voilà. Et ensuite, par la suite, j'invite donc la patiente à aller faire un voyage. Alors ça peut être un voyage ou autre chose. Voilà. Donc ce qui va me permettre à moi d'utiliser moins d'anxiolytiques, moins d'antalgiques, voire pas du tout. Et si c'était une anesthésie générale, en fait, d'utiliser moins de drogue. Voilà. Ensuite, après, écoutez, excusez-moi, mais je crois que Madame Y, elle est partie loin. Elle est très sensible à l'hypnose. Donc ce qui est primordial, en fait, c'est de faire revenir vos patients. Voilà, donc du coup, on dit, Madame Y, on est bien le 25 novembre, il est 15h22, on est bien à l'hôpital de Montfermeil, ici, maintenant. Voilà, je vous invite à ouvrir grand les yeux, voilà, et vous êtes bien revenus. Très bien. Donc j'insiste vraiment, et vous continuez jusqu'en salle de réveil et jusqu'à la SSPI. C'est primordial. Donc, bien que, bien sûr, le plus important, c'est que l'opération se déroule bien et sans complications, il ne faut pas oublier qu'une partie de notre travail, c'est d'accompagner le patient avant, pendant et après. Ça permettra aux patients de mieux vivre plus sereinement l'opération et de ne pas revenir un reculant la prochaine fois qu'il verra son médecin. Donc tout ça aussi, ça facilite notre tâche à nous, les paramédicaux, mais aussi le travail du médecin. Parce qu'un patient calme, qui ne bouge pas, qui ne gémit pas, qui ne se crispe pas, ça ne peut qu'aider le chirurgien d'aller plus loin s'il faut, d'être plus concentré, d'être plus précis. Donc, avec notre intervention aujourd'hui, on voulait vous montrer qu'on peut diminuer le stress et la douleur du patient au bloc, rien qu'en créant un climat de confiance et un lien avec lui. Certains, les plus réceptifs à l'hypnose, comme Madame Y, ils partiront très loin. Et d'autres, ils partiront juste en discussion avec vous, une discussion agréable qui fera abstraction du froid de la salle d'opération et de l'inconfort de la dure et étroite table d'opération et aussi la sensation désagréable des instruments du médecin qui trifouillent sur leur peau. Donc en fait, si vous manquez d'inspiration, c'est très simple, il y a 5 grands thèmes, c'est les enfants, les petits-enfants, les loisirs, les vacances et les voyages. Donc il est très facile, ils apprécieront que vous inquiétez d'eux, en fait, enfin si vous portez de l'intérêt. Et en fait, entrer en communication, c'est tout simple, vous commencez par une question toute bête, qui vous a accompagné ce matin, qui vous récupère ce soir, et du coup, vous prévoyez la future sortie positive. Allez avec vos propres ressources à chercher l'univers des patients. Voilà. Un jour, on a posé la question à notre patient. Sinon, messieurs, qu'est-ce que vous aimez faire ? J'aime l'opéra. Et la suite de l'opération s'est passée sous le beau chant du monsieur. Alors ensuite, par contre, moi j'utilise la communication thérapeutique, mais si vous avez d'autres connaissances, d'autres compétences, la musicothérapie, la réflexologie, la sophrologie, en fait, utilisez ces compétences. L'important, c'est d'être le plus proche de qui vous êtes pour accompagner les patients. Et l'important, en fait, primordial, c'est de créer un lien, une alliance. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci Paul et Elena pour votre présentation. On accueille maintenant l'orateur suivant. Merci. Julie Scarica qui va nous parler de l'IPA en cardiologie. Bonjour à tous, moi c'est Julie, je suis infirmière en pratique avancée depuis un petit peu plus d'1 an maintenant sur le CH de Chartres. J'exerce 2 jours par semaine en consultation externe uniquement. Donc là j'ai 7 minutes pour vous parler d'1 an de prise en charge et de une vie. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt. Et la première fois que je vois mon patient, c'est Monsieur D. Donc, Monsieur D a 71 ans, on est le 22 septembre 2021 et le cardiologue me l'adresse pour l'évaluation de l'insuffisance cardiaque et notamment la titration de ses traitements. On note chez lui comme antécédent qu'il est polyvasculaire, il a une artérite oblitérante des membres inférieurs,
Il est insuffisant cardiaque sur une cardiopathie ischémique avec une FEVG entre 35 et 40%, et il est diabétique insulino-requérant. Ses facteurs de risque sont son âge, une dyslipidémie, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, un IMC à 38,6, il est considéré en surpoids compte tenu qu'il a plus de 70 ans. Il est sédentaire. Le patient, avant de venir me voir, a bénéficié au mois de mars 2021 de l'éducation thérapeutique relative à l'insuffisance cardiaque et il est actuellement sous télésurveillance. Il est marié, il vit avec son épouse, c'est un retraité cuisinier. Globalement, ce qu'il faut retenir de la première consultation, c'est que le patient va plutôt bien. J'ai aucun signe de décompensation cardiaque, le diabète est plutôt bien équilibré, les examens de surveillance par rapport au diabète sont à jour. La seule chose qu'on pourrait éventuellement noter, c'est que le patient avait perdu 20 kg en 6 mois, et quand j'échange avec lui, c'est dû à un rééquilibrage de son alimentation suite à l'intervention de l'éducation thérapeutique. Donc pour ce patient, comme il va bien, je vais un petit peu diminuer sa dose de Lasix à 80 mg par jour, je vais titrer l'Entresto à dose maximale, et puis je vais programmer une échographie cardiaque avec son cardiologue référent en janvier 2022, et lui demander, comme il a une tension un petit peu au-dessus des objectifs, je vais lui demander de faire une écho-mesure qu'il présentera à son prochain rendez-vous médical. Et puis moi, je vais décider de le voir 3 mois après la visite avec l'échographie cardiaque, donc 6 mois après cette première consultation. Et on arrive aux 6 mois, donc le patient a eu en janvier son échographie cardiaque, elle était relativement correcte, avec une amélioration de sa FEVG à 55%. Il a eu 0 décompensation en 6 mois d'un point de vue insuffisance cardiaque. Seulement, quand je le vois, on est le 6 avril 2022, et bien le patient a plusieurs plaintes. La première, c'est qu'il présente beaucoup de sueur nocturne, il a des hypoglycémies matinales, il est asthénique, il a des diarrhées quotidiennes, et surtout, il a une anorexie et un dégoût alimentaire depuis à peu près 1 mois, avec une perte à nouveau de 20 kg sur les 6 derniers mois. Quand je regarde son bilan sanguin, j'ai une anémie primitive, j'ai une hémoglobine glyquée qui est passée de 7,5 à 5,9%. Et puis quand je vais l'ausculter, j'ai un patient tachycarde, irrégulier, et l'électrocardiogramme va montrer qu'il est en FA rapide. Compte tenu de ces éléments, je vais déjà éduquer le patient sur l'adaptation des doses d'insuline, revoir son protocole, diminuer sa lentus, et puis je vais décider d'explorer, pour moi la chose qui est primordiale à cette consultation, c'est cette anorexie avec cette perte de poids. Et je vais demander un nouveau bilan sanguin avec notamment une CRP et un bilan hépatique et une échographie abdominale. Et puis bien sûr, je vais me mettre en relation avec le cardiologue pour prendre en charge la FA rapide. Le reste va se faire en distanciel pour ce patient. Donc je me mets en lien avec le cardiologue qui décide de le mettre sous cordarone. Donc moi, je vais me mettre en lien avec la pharmacie et l'épouse du patient pour expliquer la prescription médicale, faxer cette prescription. Et puis, je vais appeler surtout l'imagerie pour programmer une échographie abdominale rapide qui sera programmée le 14 avril 2022. Et le cardiologue, ne pouvant voir le patient dans l'immédiat, me demande de réévaluer le patient en consultation dans 2 semaines. Chose qui va donc être faite le 21 avril 2022. Je réévalue le patient, je reçois à nouveau le patient en consultation. Et là, sous cordarone, il s'est plutôt stabilisé. Je n'ai plus de sueur matinale, j'ai des glycémies qui se sont régulées. L'électrocardiogramme est à nouveau en rythme sinusal et plutôt ralenti. Son bilan hépatique va ressortir normal, à noter quand même la CRP qui est à 177. L'appétit s'est amélioré, le patient a repris 1,2 kg en 2 semaines. Seulement, à l'échographie abdominale, on va noter une masse tissulaire du rein droit, pour lequel le radiologue préconise un scanner TAP injecté. Donc, compte tenu de ces éléments, je décide de maintenir la cordarone à 1 comprimé par jour. Je vais prescrire le scanner TAP et un nouveau bilan sanguin. Et puis, bien sûr, je vais renvoyer le patient au cardiologue pour le reste de la prise en charge. Le reste du suivi va se faire en collaboration avec le cardiologue et moi-même. Et donc, elle va se faire en distanciel entre juin 2022 et novembre 2022. Donc, en juin 2022, le 26 juin 2022, il va avoir son scanner TAP qui va montrer qu'il a une tumeur rénale droite, qui est probablement néoplasique. Le cardiologue adresse donc le patient en urgence urologique. En mois de juillet 2022, il va avoir une consultation avec l'urologue qui doit tenir le patient informé par staff médical sur la suite de la prise en charge. En septembre 2022, eh bien, la famille m'appelle. Ils n'ont toujours pas de nouvelles de la prise en charge thérapeutique et le patient se dégrade à nouveau avec de nouvelles pertes de poids.
Le cardiologue me demande donc de relancer l'équipe d'urologie, chose qui est faite dans la foulée. Et le cardiologue décide de débuter les examens préopératoires, enfin l'opération. Le 19 octobre, finalement, il va avoir sa consulte anesthésique et une néphrectomie totale du rein droit va être programmée pour le 7 novembre 2022. Au mois de novembre, il aura un nouveau scanner pour le bilan d'opérabilité. Et il aura une néphrectomie totale droite par laparotomie le 7 novembre 2022 avec une clavotomie et une exérèse d'un trombus cave. Et les suites vont être simples pour ce patient et il sera rentré à son domicile le 18 novembre 2022. Au total, la collaboration de l'ensemble des acteurs a permis que le patient soit ausculté, éduqué, titré à dose maximale pour l'insuffisance cardiaque. Le diabète va être géré chez lui. Il y aura l'exploration de cette anorexie avec un suivi en distanciel et l'IPA aura coordonné l'ensemble des acteurs qui sont notamment son médecin traitant, son pharmacien, le cardiologue, l'urologue et l'épouse. Je vous remercie pour votre attention. Merci Julie. On accueille maintenant Sophie Rousseau de Avignon qui va nous présenter un cas concret de télécardiologie. Bonjour. Donc, Sophie de l'hôpital d'Avignon, je suis infirmière en télécardiologie. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, l'œil de l'infirmière en télécardiologie, c'est aussi de voir ce qui n'est pas alerté. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre 2021. Donc, comme tous les matins, nous ouvrons notre plateforme commune d'alerte, de surveillance, et nous traitons les alertes par ordre de priorité. Lorsque nous arrivons sur cette transmission, nous voyons que c'est une transmission déclenchée par le patient. Ce n'est pas une alerte clinique et il faut être un peu plus vigilant parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va chercher sur cette transmission. On peut voir par contre que le patient n'a pas eu d'événement clinique depuis plus de 6 mois. Donc, la première chose à faire, c'est regarder le rapport récapitulatif. Donc, on voit en haut à gauche qu'il n'y a pas d'alerte à afficher. L'impédance de stimulation est à 594 ohms, c'est correct. Et par contre, on voit que l'impédance de choc est supérieure à 200. Donc là déjà, ça nous interroge. Qu'est-ce qui se passe? On regarde le graphique qui est en dessous et on voit que depuis quelques mois, depuis le mois d'avril, l'impédance est élevée, supérieure à 200. Elle descend de temps en temps inférieure à 100. Mais quasiment tout le temps supérieur à 200. Donc là, on va regarder le GM périodique parce que ça peut être un signe de rupture de sonde. Lorsqu'on regarde le tracé du 7 octobre, donc on voit sur le canal de choc une anomalie, tracé atypique, on dirait des interférences. Par contre, le canal VD, il n'y a pas d'anomalie, tous les marqueurs sont bons. C'est la suite du tracé. Donc, on regarde les données cliniques du patient. Qui est ce patient? Alors, Monsieur P, 74 ans, qui a été implanté en 2000 en prévention secondaire sur un orage rythmique, donc un DAI simple chambre. Il a eu un premier changement de boîtier en 2007 et un deuxième changement de boîtier en 2017. Il a été mis en télécardiologie en 2020 lors d'une consultation de contrôle de prothèse. On continue notre travail d'enquête et comme il n'y avait pas d'alerte sur cet événement, on se pose quand même des questions et on ouvre les transmissions qui ne sont pas alertées. Là, on voit qu'en avril, il y a déjà des anomalies sur le canal de choc. En juin, août, septembre, on retrouve à peu près les mêmes anomalies qu'au mois d'octobre. En fouillant dans notre historique, on se rend compte qu'au mois de mars, on a eu une impédance de choc qui était hors limite, elle était à 125.
on a sorti l'alerte pour la montrer au cardiologue parce que c'était le premier événement. Les premiers événements d'impédance, on les montre au cardiologue. Sur le tracé, il n'y avait pas d'anomalie. Donc du coup, le cardiologue nous demande, suite à cet événement, de resignaler si l'impédance est de nouveau élevée et de surveiller les tracés. Donc on n'avait pas eu d'événement et on s'est rendu compte de ce souci au mois d'octobre, donc plus de 6 mois après, lors d'une transmission déclenchée par le patient. Alors pour nous en télécardiologie, c'est la fin du casse-tête, mais on va avoir des explications. Le cardiologue contacte l'ingénieur de la marque, donc demande pourquoi il n'y a pas eu d'alerte et quel est le problème avec cette sonde. Donc le cardiologue appelle aussi le patient pour qu'il vienne en consultation. Et lorsque le patient vient en consultation, l'ingénieur est présent. Il nous explique 2 choses. Donc nous n'avons pas eu d'alerte par rapport au tracé parce que c'était un souci sur le canal de choc et il n'y a pas de marqueur sur le canal de choc. Au niveau VD, tout était bon. Et nous n'avons pas eu de nouvelle alerte d'impédance de choc parce qu'avec cette marque, l'alerte d'impédance revient que si elle a été vue et interrogée. Le patient aurait dû venir en consultation et une fois qu'il est interrogé avec le programmateur, ça remet à zéro les alertes et donc du coup l'alerte peut réapparaître. L'ingénieur confirme la fracture du canal de défibrillation. Il y a une décision de changer la sonde et le boîtier. La sonde a quand même 21 ans, elle a connu 3 défibrillateurs. Le patient ressort de sa consultation avec un rendez-vous pour revenir quelques jours après pour une hospitalisation pour le changement de son DAI et de la sonde. On peut voir par contre sur le résumé que quelques jours après, effectivement, l'impédance de choc revient en alerte parce que le patient avait été interrogé précédemment. On voit sur l'historique du coup l'hospitalisation du patient et le changement du DAI et de la sonde. Donc en bleu, on peut voir la sonde double coil qui avait été posée donc, en 2000, qui a été abandonnée, et le nouveau DAI et la sonde simple coil qui a remplacé celle-ci. Pour conclure, l'infirmière de télécardiologie doit avoir l'œil de partout. En fait, on ne fait pas que de la surveillance d'alerte. En fait, il faut surveiller, il faut voir ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas visible. C'est un travail de recherche, d'enquête, et ça permet, là pour ce patient, il n'y a pas eu de préjudice, donc quand même d'anticiper des problèmes qui pourraient y avoir. Donc il y a eu une prise en charge rapide du patient avec le cardiologue et l'ingénieur. Et suite aux explications de l'ingénieur, nous avons pu mettre en place une stratégie de surveillance personnalisée. On a repris tous les patients et on s'est rendu compte qu'il y avait 4 ou 5 patients pour qui on avait noté pour cette marque des impédances hors limite. Donc du coup, ça nous a permis de réactiver des transmissions programmées, mais d'activer la lecture et du coup de le recevoir en alerte, de rapprocher le temps des transmissions. Du coup, ça nous permet de surveiller le rapport, ça nous permet de surveiller les tracés et du coup avoir une surveillance personnalisée pour chaque patient. Il faut apprendre de ses erreurs, se former auprès des constructeurs, des cardiologues, assister aux webinaires. Il y a pas mal de constructeurs qui font des webinaires en formation. Et c'est pourquoi nous sommes ici depuis 2 jours, rencontrer d'autres professionnels, échanger sur nos pratiques, sur nos expériences. Et je voulais juste dire, pour finir, quelques mots du professeur Brodachar à Bordeaux, qui nous a expliqué, du coup, quelques jours après cette expérience, que 5 constructeurs, 5 philosophies. Il faut connaître la spécificité de chacune et mettre en place des protocoles de surveillance adaptés à chaque solution. Merci. Merci Sophie. Donc tout de suite, l'initiation de la réflexologie en bloc opératoire avec Nathalie. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine tachycardie, alors heureusement qu'on est au collège des cardiologues.
Je vais vous présenter la réflexologie au bloc opérationnel. Mon parcours d'abord, j'ai 25 ans, je viens de Vendée, origine d'Éthiopie, pardon. J'ai fait une école d'infirmière qui ne m'a pas convenue parce que ce qui m'intéressait, c'était le bien-être du patient. J'ai fait aide-soignante et finalement, ce n'était toujours pas le cas. Et je me suis rendu compte que la réflexologie était un métier parfait par rapport à mes objectifs personnels et professionnels. J'ai été formée à l'EIR, l'École internationale de réflexologie de Nantes, et je suis diplômée depuis mai 2022, donc très récemment. Et je voulais remercier Dr Amara et l'équipe de Montfermeil de m'avoir permis de mettre ça en place à l'hôpital. Alors qu'est-ce que la réflexologie? C'est une médecine douce et naturelle qui permet la régularisation de l'ensemble du corps humain. C'est une médecine qui est très ancienne, comme vous pouvez le voir, et qui a été utilisée, et qui est toujours d'ailleurs utilisée en Chine, en Inde, par les Égyptiens également. C'est par la simulation de zones spécifiques qu'on appelle des microsystèmes. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas de photos de ces diaporamas. J'ai le droit de l'utiliser, mais pas de les diffuser. Comme on peut voir ici, chaque zone sur le visage ou les oreilles que je viens de vous montrer correspond à un microsystème, donc nerveux, ORL, lymphatique, respiratoire, gastrique, etc. Qui peuvent venir être stimulés sur le visage, les oreilles, les mains, le dos, le crâne et les pieds. Au bloc opératoire, moi j'utilise les oreilles et le visage. Comment cela fonctionne? C'est grâce à ce qu'on appelle la formation réticulée. Donc ça se situe au niveau du tronc cérébral et ce qui permet de faire le relais entre la moelle épinière et l'encéphale qui permet la régularisation de la fonction du système nerveux central. Donc ça permet l'homéostasie corporelle et l'interaction entre l'organisme et l'extérieur. Donc comme on prend un exemple ici, si je viens stimuler la zone réflexe du côlon au niveau du pied, ça va envoyer l'information par la voie de sensibilité au niveau du nerf jusqu'au cerveau, en passant par la moelle épinière, et le cerveau va envoyer par la voie de la motricité l'information directement à l'organe concerné. L'utilité de la réflexologie en bloc opératoire, comme on le sait, le parcours patient avant d'arriver au bloc est très long, beaucoup d'attentes, beaucoup d'anxiété entre le rendez-vous avec le cardiologue, l'arrivée à l'hôpital, les attentes en chambre, l'angoisse qui monte petit à petit, jusqu'au moment d'arriver devant le bloc, où là le patient est complètement caché. Il n'y a que son visage qui est, la partie opérée qui est découverte et lui qui est complètement sous le champ, zone qui est très anxiogène. Et c'est là où moi j'interviens. C'est pour vraiment détendre le patient physiquement et psychologiquement. Dans la première partie, je vais utiliser du coup la cartographie de gauche où je vais appuyer sur des zones spécifiques afin de détendre vraiment le patient au cours de la première partie d'intervention. Et dans un second temps, la partie la plus sensible, au moment où le cardiologue crée l'espace pour faire la loge afin de mettre le pacemaker ou le défibrillateur à l'intérieur, je viens d'étendre le corps, donc avec la deuxième cartographie. Alors soit j'utilise que le visage ou les oreilles, ça dépend des fois des patients et de ce qu'ils souhaitent, afin de vraiment détendre tout le muscle, pour que le chirurgien puisse travailler correctement sans que le patient bouge et surtout pour que ça soit moins douloureux en suite de bloc. De plus, avec le docteur Amara, on essaye de mettre en place du coup un questionnaire afin d'évaluer l'efficacité de mon intervention et surtout d'évaluer si on utilise moins d'anxiolytiques et moins d'antidouleurs au cours, avant et après les interventions. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de congrès. Et pour les personnes qui souhaitent ressentir
les effets que ça peut procurer sur les mains, vous pouvez venir me voir après. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Nathalie. Et maintenant on accueille Mélanie Levasseur qui va nous parler de sa vie à l'HDJ. Bonjour à tous, je suis Mélanie. Je travaille au sein du service de cardiologie à l'hôpital de Jausigny depuis 10 ans. J'ai d'abord fait 8 ans en tant qu'aide-soignante et depuis 2 ans, j'occupe le poste de coordinatrice au sein de l'HDJ. Une petite présentation déjà du service de cardiologie. Nous avons 16 lits de soins intensifs, 36 lits d'hospitalisation conventionnelle, 8 lits d'hôpital de semaine, 16 lits d'hôpital de jour et un plateau technique interventionnel, 4 salles, 2 salles de cathétérisme et 2 salles de rythmologie. Petite présentation de l'HDJ, donc nous avons 16 lits, 5 chambres individuelles, 1 chambre double et 3 chambres triples. On a pour projet d'ouvrir bientôt 2 nouveaux lits. Une équipe pluridisciplinaire, un médecin, une infirmière en 12 heures, une infirmière en coupure, un aide-soignant et une coordinatrice. Donc quelques chiffres, en 2021, nous avons accueilli 2200 patients. Pour 2022, déjà 2280 de janvier à septembre, soit une augmentation de 30%. On reçoit des patients du coup du domicile et d'autres établissements pour les procédures suivantes, donc en rythmologie, changement de boîtier de pacemaker et des fibrillateurs, implantation et explantation de reveal, explo, ablation de flotteur, test à l'âge maligne et cardioversion. En salle de cathé, on a de la choro, angioplastie coronaire, artério-membrymphe et plus rarement les poses de catécano, pick-line, midline. On accueille aussi des patients pour des bilans préopératoires, par exemple TAVI, les ETO et des bilans d'insuffisance cardiaque, titration médicamenteuse, injection de pharyngèque par exemple. Donc, mes activités en sein de l'HDJ. En amont, la veille de la procédure, j'appelle tous les patients qui doivent bénéficier d'une choro, ETO et choc. Et j'ai un petit outil qui s'appelle l'appel à J-1. Donc c'est un petit rappel pour les patients. Je leur dis de ramener la prise de sang, résultat de prise de sang, test PCR, test antigénique, de bien penser à prendre leur ordonnance de traitement, de ramener tous les documents, les courriers de médecins s'ils ont et examens qu'ils ont fait hors du GEF, enfin hors de notre hôpital. Ça me permet aussi de leur réexpliquer l'examen et le déroulement du coup de la journée. Et puis surtout, un petit rappel aussi au niveau de la prise ou pas des traitements. Le jour J, je participe avec l'équipe paramédicale à l'accueil et à l'installation des patients. J'aide aussi à la préparation des dossiers de bloc. Oui, il m'arrive de recevoir par fax du coup des labos et par fax les labos qui manquent. Pendant la procédure, j'ai toute la gestion des appels, des mails et réception des fax. Et je m'occupe aussi de la programmation des hôpitaux de jour pour les patients qui sont hospitalisés. Les futurs hospices de jour pour les patients qui sont hospitalisés. Et je prépare du coup les dossiers du lendemain et notre feuille de route. Donc ça me permet d'écrire pour l'équipe le nom, l'heure d'arrivée, leur procédure et dans quelle salle ils doivent être préparés, dans quelle salle ils sont attendus pour permettre à l'équipe de préparer équitablement les patients pour chaque médecin. Je vais pouvoir écrire lors de mes appels d'autres informations, est-ce qu'ils sont diabétiques, s'il y a de l'insuffisance rénale, s'il y a de l'allergie, avec s'ils ont bien pris leur prémédication. Et j'écris aussi, pour ceux qui viennent pour des bilans pré-chirurgie, tous leurs examens, les heures d'examen. Ensuite, je m'occupe de la gestion et des transferts des patients, donc les retours à domicile, j'appelle les familles, les VSL, et pour les autres établissements. Et je gère aussi, du coup, en lien avec mes collègues de Cordi en hospice conventionnel, si jamais il y a des patients qui ne sont au final plus éligibles à l'ambulatoire. Je m'occupe également des rendez-vous post-opératoires, bien souvent en rythmo, l'ablation des fils, rendez-vous de contrôle DEF ou PM. Et je prépare en lien avec le médecin
les dossiers de sortie. Du coup, je vérifie que tout le monde ait bien son compte rendu opératoire et récupère bien les papiers qu'ils ont emmenés. En conclusion, la priorité, c'est le bien-être du patient. C'est vrai que le fait que je les appelle, ils me disent que déjà, ils se sentent plus rassurés, ils savent déjà à quoi s'en tenir. Et la fluidification du parcours patient, c'est aussi un bien-être, pour un gain de temps aussi pour mes collègues. Elles n'ont pas à trier tous les papiers. Enfin, voilà, en amont, moi j'ai déjà fait un petit travail pour créer le dossier. Et mes compétences, et les compétences pour être cordi, je pense à des facilités de communication, de l'organisation et surtout de bonne humeur, de la patience, beaucoup de patience et un mental d'acier pour gérer un petit peu les humeurs des médecins, les caprices des paramèdes, les petites missions supplémentaires de ma cadre. Merci à tous. Merci Mélanie. Merci à tous pour ces interventions très intéressantes. Et je tiens particulièrement à féliciter, même si je n'ai pas forcément de préférence, mais en tout cas Nathalie et Mélanie, qui, je ne sais pas si elles l'ont dit, mais elles sont aides-soignantes toutes les deux. Et bravo à vous parce que c'est un super parcours. Et ça laisse espoir aux aides-soignantes de pouvoir évoluer de cette façon. Et aussi félicitations au centre, qui permettent aussi ce genre de parcours. Voilà, bravo. Donc on va pouvoir procéder au vote. Voilà, il y a un QR code, c'est ça? Donc prenez votre temps, hein. On a encore tout notre temps devant nous. Ça fonctionne? Tout le monde arrive à voter? On vous laisse tranquille encore une minute. Bon, tout ça va passer dans la moulinette pour pouvoir voir un petit peu les résultats finaux qui vont arriver. En attendant, on va prendre un peu notre temps pour discuter parce qu'on a eu des belles présentations et je pense qu'on peut avoir des questions. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y. On va prendre le temps de pouvoir partager sur ces différentes expériences. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Pas plus de questions. Alors moi je vais avoir une question pour Nathalie par rapport à la réflexologie. Je me posais une question au moment où donc tu te positionnes derrière le champ à la tête du patient, c'est ça, hein, pendant les procédures de rythmologie de Walid. Voilà. Savoir, est-ce que tu as beaucoup de refus patients parce que tu as fait un questionnaire de satisfaction? Est-ce qu'il a déjà été analysé ou pas pour le moment? Est-ce que tu as des gens qui refusent? Enfin, voilà, avoir un peu ton retour là-dessus. Alors, c'est rare les patients qui refusent. La dernière fois que j'ai été refusée, c'est un docteur qui n'a pas voulu. Mais non, les patients sont plutôt contents d'en avoir et ça ne les dérange pas. Après, comme vous avez vu, je suis diplômée que depuis mai. Il y a eu les vacances et ça s'est mis en place que là, récemment, au bloc opératoire. Les chiffres, pour l'instant, sont bons. On commence avec des patients qui ont une anxiété à 7 sur 10 en moyenne et qui, au milieu du soin, donc au milieu d'opération, descendent à 4, 5,
voire fin du soin, du coup 2, 3 sur 10. Donc je suis plutôt satisfaite des résultats, les patients se sentent bien, détendus, voilà. Je remercie Nathalie de l'apport qu'elle apporte à l'équipe et c'est vrai quand je me souviens d'un grand gaillard pour un pacemaker ou un défibrillateur qui râlait, qui n'était pas content, qui commençait à dire des gros mots et Nathalie est passée par là et là il était détendu, voilà, il avait je pense quasiment oublié qu'il était là et je pense que ça soit les deux présentations sont complémentaires de Nathalie, Eleana et Paul. C'est effectivement c'est des choses qui coûtent pas cher et qui peuvent aider. Donc on a une infirmière dans le service qui est d'origine asiatique et qui est douée à essayer de masser les patients. Voilà, et elle a pris cette initiative elle-même d'essayer de leur masser les épaules et le visage et ça marche plutôt bien. Et tous ces petits moyens, c'est les petits moyens qui permettent d'améliorer le confort. Et c'est vrai qu'on est en train d'essayer de l'évaluer, on est en train de valider un questionnaire pour l'évaluer, peut-être vous le présenter l'année prochaine. Moi j'ai une question pour Sophie. Vous êtes combien d'infirmières pour gérer ces alarmes de télécardiologie qui ont l'air quand même d'être importantes dans ton service? Alors, à l'époque de l'événement, on était une. On est deux, mais moi je faisais 80% télécardio, ma collègue 20%. On se remplace sur les congés. Et depuis le mois de septembre, donc maintenant on fait un peu moins de pansements parce que les pansements sont sur l'ambu. Donc je suis quasi 100% sur la télécardio et ma collègue Claire est passée à 50%. Voilà. Après on ne sait pas si le poste va être pérenne, on attend un petit peu, voir comment ça se passe, voir si on garde cet effectif ou si... Et on a une file active de pratiquement 900 patients. Et tes journées sont assez longues pour traiter toutes les alarmes? Alors le lundi c'est très compliqué. Le lundi c'est très compliqué. Souvent on fait du 8h midi sur les transmissions. Et là du coup qu'on soit quand même deux sur le matin, on part, il y en a une qui commence les alertes et l'autre qui part sur les remises des transmetteurs parce qu'on remet les transmetteurs en fait. Tous les patients sortent avec leur transmetteur. Merci. Toujours pas de questions? Bon, on continue à travailler. Donc moi, j'ai une question par rapport à Mélanie sur l'HDJ. Donc, elle est là, Mélanie, voilà. Donc, suite à la sortie des patients qui ont un examen lorsqu'ils rentrent chez eux, est-ce que vous les rappelez systématiquement? Est-ce que vous utilisez une solution qui vous permet de prendre contact pour avoir un suivi? Comment ça... Alors, ce n'est pas forcément de l'ambulatoire, si j'ai bien compris, c'est de l'HDJ, mais je pense que vous devez avoir un suivi, j'imagine? On a sur le plateau technique une attachée de recherche clinique qui, elle, va appeler les patients qui ont bénéficié d'angioplastie ambulatoire. Après, il n'y a pas forcément d'appel aux patients pour les autres procédures. D'accord. Simplement, enfin, surtout les patients qui ont eu angioplastie. Les patients qui ont eu des coraux simples, ils ne sont pas rappelés, un peu ça. Ouais. D'accord. Et juste une question aussi pour toi. Le poste, en fait, il est venu comment? C'est toi qui a proposé l'idée ou il y a eu un besoin En fait, avant la création de l'HDJ, j'avais remplacé au pied levé, alors que j'étais aide-soignante, j'avais remplacé au pied levé mes collègues coordi en hospi conventionnel. C'est des collègues quoi, infirmières? Il y a une infirmière, une aide-soignante qui sont coordi en hospi conventionnel et elles étaient toutes les deux absentes. Il fallait absolument quelqu'un qui fasse la coordination. Et en fait, CAD m'a proposé parce que je lui avais déjà parlé du personnel que je voulais changer par rapport à mes enfants. Enfin, je voulais des horaires un peu plus faciles pour mes enfants. Et du coup, j'ai pris. Et puis moi, j'aime bien dans le service, j'aimais bien répondre au téléphone. Voilà, j'aimais bien gérer tout ça avec cette partie-là. Donc, je les ai remplacés. Et quand on a créé l'HDJ, il y a une création de poste de coordi pour l'HDJ et en fait du coup on m'a proposé puisque j'avais remplacé mes collègues et j'étais très contente de prendre le poste. C'est très rare, c'est vrai que les aides-soignants n'ont pas trop accès dans les centres à ce genre de poste et je pense qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à ce genre de poste. Donc c'est
Ça laisse espoir pour des parcours intéressants. Oui, c'est vrai qu'en plus, du coup, j'avais l'expérience de la cardio, donc je connaissais déjà les procédures. Donc, ouais, j'étais contente. En plus, ton poste n'est pas facile pour travailler avec toi et tu fais un super boulot. Franchement, bravo. Merci, Fanny. Alors maintenant, une question, on continue pendant que le calcul se fait, là je vois que ça travaille. Une question pour Adrien. Bon, Adrien que je connais bien puisqu'il travaille dans le centre où je suis. Adrien, donc tu nous as présenté un cas sur le kissing, sur la bifurcation. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu avais déjà toutes les connaissances dans ta formation au sein du centre, ou est-ce que c'est plutôt le DU qui t'a amené à aller vers ce type de connaissances, parce que c'est quand même assez précis. Aujourd'hui, là, il n'y a pas que des personnes qui évoluent en salle de cardio interventionnelle. Là, l'avantage du CNCH, c'est qu'on parcourt l'ensemble de la cardiologie. Et donc, comment tu es arrivé à avoir ces connaissances précises sur le coronaire? Est-ce que c'est le DU qui t'a donné envie d'aller plus loin, ou est-ce que c'était déjà des choses que tu maîtrisais avant? Alors, moi, ça fait que 3 ans que je suis en cardiologie interventionnelle. J'ai fait le DU assez rapidement. Je l'ai fait au bout d'1 an et demi, juste quand il était autorisé après le Covid. Et je manquais quand même de connaissances. J'ai été lâché, j'étais autonome, mais on n'a pas assez de temps pour avoir des formations au sein de l'hôpital avec les médecins, pouvoir se poser autour d'une table et discuter des procédures. Et quand j'ai pu m'inscrire au DU et le faire, j'ai gagné énormément de connaissances à ce moment-là. On a pu poser énormément de choses sur des composés, aussi bien au niveau du matériel, la composition de ce qu'on utilise tous les jours. Non, j'ai gagné énormément avec le DU. Donc je sais pas, Monique est dans la salle ou pas? Elle est là, Monique. Tu voulais rajouter des choses, Monique? Des choses sur l'apport du DU en cardiologie interventionnelle? Excuse-moi, mais on n'a pas encore les résultats. Donc C'est pas à moi de juger, c'est plutôt aux étudiants qui l'ont fait de manifester leur contentement. En général, ils sont très contents. Ça leur apporte beaucoup de choses d'un point de vue théorique. C'est des choses que l'on reprend par rapport à nos études, certes, mais c'est des sacrées piqûres de rappel. Et il y en a qui ont un peu oublié l'anatomie, la physiologie, la sémiologie. Certains centres comme le tien ne font pas le structurel, donc on leur apprend le structurel. Certes, c'est un DU qui reste dans le cadre de notre décret. Je n'ai pas le droit d'enseigner des actes qui ne sont pas dans notre décret. Moi, nos tutelles me surveillent pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est une sacrée expérience humaine. C'est ce que j'ai retenu surtout, une expérience humaine et enrichissante. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle avant qu'on passe aux résultats? Oui, une question, chouette. Oui, c'est une question pour Mélanie du coup. Au niveau de la coordination, est-ce que tu fais également de la programmation de blocs ou c'est seulement coordination hospice de jour, les dossiers? Alors non, en fait moi c'est vraiment la programmation des hospices de jour. Les reprogrammations de blocs, c'est les secrétaires du plateau technique qui s'en occupent. Bon, ça y est, on a les résultats. On s'organise. Alors, donc la personne qui a gagné, on va dire, ce speed data, quand même. Hein? Alors on va commencer par le troisième. Ah, on commence par le 3, pardon. Ah ouais, un peu de suspense. Ah, mais non, je commence tout de suite par la première, je suis toute excitée pour elle. Donc la troisième, eh ben, c'est Mélanie. Bravo Mélanie. Bravo Mélanie. Qui remporte un joli chèque en papier, mais qui sera échangé contre un vrai. Donc attention, en seconde place, on n'a pas les battements de tambour.
Alors, est arrivé en seconde place Carole. Et enfin, en première position, Julie. Bravo Julie. Alors ensuite, du 4e au 7e, donc, vous serez contacté par Émilie, qui est la secrétaire du CNCH, et qui vous remettra votre prix après la session dans la semaine qui vient. Voilà. On vous remercie vraiment toutes et tous parce que c'était vraiment très intéressant. Et donc, on reconduira le Speed Data l'année prochaine, où on passera sur un mode encore un peu plus restrictif, c'est-à-dire qu'on passera à des topos de 5 minutes, on va se rapprocher de ce que font les médecins, et on fera plus de topos pour vraiment avoir un rythme speed data, se rapprocher du rythme speed data. Et donc... Et on vous invite à ne pas hésiter à venir vers nous pour nous proposer des sujets que vous aimeriez qu'on aborde pendant ces sessions paramédicales, parce que ces sessions paramédicales, elles sont faites pour vous, mais vous pouvez aussi par vous. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via les réseaux, nos adresses mail, nos téléphones, pour savoir ce que vous voulez qu'on élabore comme programme. Et si vous avez envie de parler, on fera aussi un appel à candidature pour les speed data, pour si des gens ont envie de présenter des cas. On fera une sélection pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, contactez-nous, on compte sur vous. Et on aime voir perdurer ces sessions paraméd. Alors, ce qui serait bien, c'est que tout le monde vienne pour qu'on fasse une photo avec tous les paramédicaux. Ça serait vraiment sympa si vous pouvez venir un petit peu sur la scène avec nous. Voilà, et avec les gagnantes, avec leurs récompenses. Et ceux qui ont participé, merci.